Individu humain, on n'aura pas de couple stable. Pour le moment, on parle de couple. Et si on n'a pas de couple stable, on n'aura pas de famille stable. Si on n'a pas de famille stable, on n'aura pas de société stable. Et si on n'a pas de société stable, eh bien, on n'aura pas d'État stable. Parce que c'est l'individu humain qui dirige l'État. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait ce petit schéma, cette petite pyramide, pour montrer que si l'individu humain jouit d'une prise en charge efficace, eh ben, on aura un individu humain qui va exceller. Et non pas un individu humain médiocre s'il n'est pas pris en charge par sa communauté. De même, si j'aurais pu marquer couple, mais j'ai préféré marquer union de deux individus humains hétérosexuels, on va se comprendre plus tard. Donc si cette union est correctement prise en charge, on aura des couples épanouis et qui jouissent de durabilité, et non pas les divorces qu'on rencontre aujourd'hui. A contrario, s'il y a une mauvaise prise en charge du couple, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? La morosité, lassitude, les divorces, on parle de break, etc., etc. Pareillement, si les communautés parentales, on peut parler de famille, mais j'ai préféré cette expression, on va voir pourquoi. Donc si les communautés parentales jouissent d'une prise en charge efficace, eh bien, on aura des familles solidaires et bien organisées. Par contre, s'il y a une mauvaise prise en charge, eh bien, on aura des familles éclatées, comme on en retrouve aujourd'hui. Et au niveau de la société de l'État, s'il y a une bonne prise en charge, on aura des États prospères et qui nous sécurisent. Donc on ne va pas être obligé de prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée pour faire un accident, parce que nos États seront correctement pris en charge. Par contre, si on a des États non pris en charge, on a l'homme qui devient un prédateur pour son semblable et son environnement. Donc, on a des États qui seront en conflit en permanence. Voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux cette question du couple, du mariage, etc., etc. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser quelques petits principes de base pour qu'on comprenne la suite de l'exposé. Quels sont ces principes? C'est deux choses claires. Il y a ce qu'on appelle la manière de faire les choses et il y a ce qu'on appelle habituellement la langue. Parce que quand on utilise les mots d'une langue, il faut savoir que les mots d'une langue véhiculent la culture, l'idéologie, le prisme, le paradigme, tout ce qu'on veut de cette culture-là, de cette langue. Donc une langue n'est jamais anodine, elle n'est jamais neutre, elle est toujours... elle correspond toujours à un mode de production donné, à un système social donné. Donc, voilà pourquoi on dit que les langues, les mots, quand on nomme les choses, ça renvoie aux cultures des peuples qui ont forgé ces langues-là. Donc, quand on dit par exemple mariage, à quelle culture renvoie le concept de mariage? Donc, il y a la manière de faire les choses, il y a ce qu'on appelle la manière de faire les choses, les habitudes d'un peuple, le mode de vie d'un peuple. Donc, tout peuple a sa façon de faire les choses. Donc, toutes les communautés humaines, on constitue ce qu'on appelle des unions, des relations à deux. Ce qu'on appelle habituellement, communément, le couple. Dans tous les peuples, on se met en couple. Que ce soit les Suisses, les Français, les Congolais, etc., etc. Dans toutes les communautés, on se met à deux. Mais la façon d'arriver à cette union, donc chaque culture a son mode opératoire. Donc la façon de faire des Français ne va pas être la façon de faire, je ne sais pas moi, des Zoulous, ne va pas être la façon de faire des Mayas, etc., etc. Donc c'est cette façon de faire de chaque communauté qui va permettre de nommer cette pratique-là. Donc si les uns marchent avec le pied gauche, ils vont nommer les choses à partir de ce fait. Si les autres, par contre, vont avec le pied droit, ils vont donner leur terme à eux. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Je pense que si on comprend ce schéma, donc façon de faire les choses qui est propre à chaque culture, et la langue qui correspond à la culture. Donc la langue, ce n'est que le véhicule de la culture donnée. Donc si on comprend ce schéma-là, je pense que le reste, on va pouvoir se comprendre. Alors, c'est dans ce sens que l'exposé comprend deux grandes parties essentiellement. Donc il y a une première partie qui va s'intéresser au concept de mariage et à ses conséquences. Et il y aura une deuxième partie qui va s'intéresser à notre façon, à nous, donc ce qu'on appelle le Makwela en Kikongo, à notre façon à nous de constituer justement des unions et des communautés parentales. C'est ce qu'on appelle en langue Congo le Makwela. Alors, ceci étant, ça c'était l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors,
Le constat, c'est quoi? Pourquoi on en est venu à s'intéresser à cette question du mariage? C'est justement, comme j'ai dit au départ, il y a énormément de divorces, de séparations dans les familles, c'est l'éclatement, etc., etc. Donc il faut régler ces problèmes-là. Alors, quand on fait un tel constat, on voit qu'il y a mariage. Alors, que disent ceux qui ont inventé le mariage? Chez nous, en France, par exemple, il y a une expression qui dit « La première cause du divorce, c'est le mariage ». Donc, c'est parce que vous vous êtes marié que vous divorcez. Donc, il faut questionner la question, ce qu'est le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Alors, dans la salle, qui est marié? N'hésitez pas, c'est pas une question piège. Alors, qu'est-ce que le mariage, justement? Qu'est-ce que le mariage? Parce que la thématique de l'exposé, c'était abolir le mariage. Il faut abolir le mariage pour qu'on parvienne à faire notre reconstruction. Mais il faut savoir ce qu'est le mariage. Parce que quand on a annoncé ce titre, bon, apparemment ça fait des polémiques et puis les gens étaient perdus, comment abolir le mariage alors que nos ancêtres, depuis le temps des origines, on se marie, mais qu'est-ce que le mariage? Il nous suffit d'ouvrir un dictionnaire, notamment des dictionnaires étymologiques, parce qu'il faut questionner les mots. Parce que très souvent on parle, on utilise des mots, des expressions, mais on ne les questionne pas. Qu'est-ce que le mariage? Alors, quand on ouvre le dictionnaire, du point de vue étymologique, le mariage se divise en deux mots. Tout simple. On a mari et on a âge. Mari, c'est quoi? Donc, âge, déjà, ça vient du latin agere. Ça désigne l'action de faire quelque chose, c'est agir. Et mari, qu'est-ce que ça désigne? Donc, déjà, mariage, on peut dire c'est l'action du mari. Qu'est-ce que le mari? Quand on remonte à l'étymologie latine, mari, ça vient de maritus, mas, maris. Qu'est-ce que ça désigne? Mais je crois qu'on l'a compris. Le mâle, le sexe masculin, l'homme. Donc, quand on parle de mariage, c'est donc l'action de l'homme. Et donc, le latin, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, le latin, mari, maritus, mas, maris, découle lui-même du sanskrit, qui est considéré comme la langue mère ici, qui va donner les autres langues indo-européennes. Ça découle du sanskrit Maria. Maria, c'est quoi? Maria, c'est le conquérant. Donc, mariage, c'est l'action du conquérant. Mais que conquiert-il? Notre cœur. La femme. Voilà. Est-ce qu'on ne dit pas « je l'ai conquise » ? Ah, voilà cette fille, je l'ai conquise. Est-ce qu'on sait pourquoi on dit « je l'ai conquise » ? Est-ce que conquérir, c'est comme ce qu'on nous montre à la télévision ou dans les films, oui, chérie, je t'aime, bébé, t'es belle, et puis on tombe amoureux, et puis ça se passe comme ça. Conquérir, c'est soumettre. Quand on conquiert un peuple, ça veut dire qu'on soumet le peuple. C'est ça l'étymologie du mot mariage, et c'est ça la conception indo-européenne du mariage. Voilà pourquoi je vais vous montrer maintenant. Donc le mariage, on peut simplement dire, c'est la consécration du mâle, donc de l'homme, du conquérant. Alors, maintenant, on va voir la définition du mariage en images. Alors, s'il te plaît. C'est sur YouTube, c'est là. Donc, voici la définition du mariage. Donc, ça se passe encore de nos jours dans plusieurs communautés, en Asie, ici, etc. etc. Donc, ça fait, je tiens à préciser quand même que ça c'est une information officielle, ça passe à l'actualité, surtout en ce moment, parce qu'il y a des filles qui se suicident après le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Centuries-old tradition of bride kidnapping must stop, and those who facilitate it will face punishment. Bride kidnapping, an old tradition in Chechnya. Men often decide to steal a girl. Là, nous avons un conquérant, or mari. her family objects to the union.
The bride-napping was often followed by negotiations between the bride's and groom's families, facilitated by a local imam or religious leader. But from now on, imams will face punishment if they get involved. Chechen leader. This follow Islam, the religion want to tell you with Vous pourrez aller sur internet, chercher des vidéos, il y en a énormément. bride kidnapping from our society. Bride stealing can also lead to blood feuds. Last year, 4 people were killed during a kidnapping, including a Je mets une pause. Donc, voilà la définition imagée du mariage. Le mariage, c'est quoi? On peut remplacer le mot mariage par kidnapping, par rapt, par vol. Donc, c'est quoi le mariage d'après la définition étymologique? Vous rencontrez une fille dans la rue, elle vous plaît, il vous suffit de la kidnapper, elle devient votre épouse. C'est ça le mariage. Donc, quand on dit je me suis marié, ça signifie que moi, le conquérant, j'ai kidnappé une femme. Voilà ce qu'est le mariage. Donc vous pourrez regarder ces vidéos. Et là, ça se passe encore de nos jours. Ce sont des vidéos récentes. Donc énormément de communautés. Alors, en parlant de ça avec des amis, on m'a demandé, oui, mais bon, en France, par exemple, ou en Suisse, bon, ces pratiques sont dépassées, on ne le fait plus. Ça se fait toujours, le mariage. Même si ça se fait de façon voilée. Qu'est-ce que le mariage? Là, quand il kidnappe la fille, il la sort de sa famille. Elle n'appartient plus à sa famille, elle appartient maintenant à l'homme. Alors, quand on va à la mairie, qu'est-ce qui se passe? Quel est le moyen détourné que les Européens, par exemple, ont trouvé pour moderniser le mariage primitif? Autoriser la femme à dire oui ou non. Non seulement ça, mais la femme perd son nom de jeune fille pour porter le nom de son mari. Donc, elle quitte, en fait, elle perd son identité personnelle, son identité familiale pour intégrer l'identité de... Voilà un rapt. C'est déguisé, mais c'est un rapt. Autre chose, on voit que là, il kidnappe, je répète encore, il kidnappe la fille, donc, et l'enlève de sa famille. Et là, la famille ne peut plus rien dire parce que la loi autorise justement ça. Donc, quand vous kidnappez, ça veut dire que c'est acquis. C'est la loi, ça se passe comme ça. Donc, la famille ou le père ne peut pas dire, oui, ma fille, non, c'est fini. Là, on fait la cérémonie après. Donc, quand on fait la cérémonie du mariage, qui aujourd'hui a l'autorité de vous marier? C'est soit le prêtre, soit le maire. Donc, ce n'est pas votre parent qui donne l'aval ou autre. Voilà une autre forme déguisée de rapt. Donc, ça se fait dans toutes les communautés indo-européennes. Certains vont le faire de telle façon, d'autres de telle autre façon. Donc, voici la définition de ce qu'on appelle le mariage. Alors, je repose la question. Qui dans la salle est marié? Bon, il y en a une au fond. Donc voilà ce qu'est le mariage. Donc nous, donc par abus de langage, on dit par exemple le mariage traditionnel en Afrique. S'il faut faire une phrase avec, ça signifie quoi? Ça signifie comment j'ai volé ma femme en Afrique. Comment j'ai kidnappé ma femme en Afrique. Mais est-ce qu'en Afrique on kidnappe les femmes? Ça, on va le voir après. Donc, une fois que vous vous mariez, donc vous faites, une fois que le conquérant agit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut tout remettre dans le contexte culturel une fois de plus. Dans le contexte culturel eurasiatique, la femme est considérée comme un objet, un bien meuble, la chose de l'homme. Donc son père, le pater familias, ou tout homme, etc., etc. Donc, une fois que le conquérant agit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va demander ce qu'on appelle la dot. Qu'est-ce qui a doté sa femme dans la salle? Qu'est-ce qu'elle a dot? C'est ça la question qu'il faut poser. Et là, je dis qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, dans leur cadre culturel. Voilà pourquoi la langue est très importante. Et on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'assimilation linguistique, c'est-à-dire prendre nos mots et essayer de trouver des équivalences dans les langues des autres. Ça ne marche pas parce que culturellement parlant, les cultures sont interchangeables. Alors, qu'est-ce qu'elle a dot? J'ai dit que la femme en Eurasie est considérée comme un boulet. C'est un poids pour l'homme. Alors, pour la mariée, qu'est-ce qu'elle a porté? C'est ce qu'on appelle la dot. C'est-à-dire les ressources pour prendre en charge la femme par son homme. Donc, ce qu'on appelle la dot, si vous aurez n'importe quel dictionnaire, là par exemple, c'est une définition du dictionnaire du CNRS que je donne, c'est le bien qu'apporte une femme en se mariant. C'est ça la dot. Donc, les messieurs, quand vous apportez, ce n'est pas une dot, d'après la définition. Donc, la femme, quand elle est kidnappée, non seulement elle est kidnappée, mais elle doit encore apporter une rançon. Mais ce n'est pas pour la libérer, c'est pour la prendre en charge.
C'est ça la dot, c'est une rançon. Donc on te met sous le fait accompli, je te kidnappe, ta famille est sous le fait accompli, elle ne peut plus rien faire, et après on te demande, il faut payer là. C'est ça la dot. Donc est-ce qu'il existe la dot en Afrique? Telle est la question qu'il faut se poser. Donc on te rapte et on te demande de payer. Donc, une fois que tu payes, quel est le but du mariage? Le but du mariage, c'est de constituer des couples. Moi, j'ai choisi de parler tout à l'heure d'union, etc., etc. Qui est en couple ici? Qu'est-ce que le couple? Quand on ouvre le dictionnaire, on a plusieurs définitions du mot couple. Je pars toujours de la définition originelle et puis voilà. Originellement parlant, qu'est-ce que le couple? En fait, à l'origine, on ne disait même pas le couple. On disait la couple. C'était un mot féminin. Et jusqu'à présent, dans les dictionnaires, il y a toujours les deux mots. Il y a le couple et la couple. Mais à l'origine, c'était un mot féminin. Qu'est-ce que le couple? Le couple, dans l'une de ses conceptions, c'est deux choses qui se sont unies accidentellement. Ouvrez le dictionnaire, vous allez le voir. Là, c'est la définition du littré. C'est ça un couple. Deux choses qui se sont unies accidentellement. C'est normal quand on remet dans le contexte culturel du mariage. Parce que la fille qui s'est fait kidnapper, elle ne s'attendait pas à... Voilà. Ah tiens, c'est qui toi? Je ne te connais pas. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est ça le couple, la définition du couple. Donc aujourd'hui, quand on dit je suis en couple, est-ce que tu es vraiment en couple? Est-ce que tu n'as pas un petit peu négocié là, tantine C'était pas accidentel. Et voilà pourquoi quand on parle d'accidentel, on comprend les notions comme coup de foudre. Coup de foudre, c'est quoi? Gardez cette définition parce qu'on va en parler plus loin après. Coup de foudre, c'est quoi? Quand tu marches, quand la foudre tombe, ça ne choisit pas, boum, ça explose. C'est accidentel. Voilà le couple. Donc ça, c'est l'une des premières définitions de ce qu'on appelle le couple. Mais ça rentre dans le cadre culturel du mariage. Alors, l'autre définition de couple, c'est quoi? Notamment quand on parle de la couple. La couple, c'est quoi? C'est la corde, c'est le lien, c'est la laisse plus particulièrement. C'est comme votre chien, quand vous le baladez dans la rue, vous lui mettez une laisse. C'est ça la couple. Je ne sais pas si les images... le dossier que je vois, c'était lequel? Ah ouais, c'est là, je pense. Non. C'est ça? Non. Ouais, toujours dans mon dossier. Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est sur Internet. Sur Internet, c'est bon. Là, par exemple, vous avez un article sur Internet. Je suis l'animal de compagnie de mon homme. Et là, on voit que l'homme a mis justement la couple autour de sa femme. Et il se balade avec. Ça, vous regardez par exemple les trucs de sadomaso, il y a tout le temps, voilà, c'est ça la couple. Donc quand je dis je suis en couple, ça signifie quoi? Que je suis l'animal de mon compagnon. Ou de ma compagne, etc., etc. Je veux que c'est maintenant la liberté des deux. Donc, il est très important de questionner les mots. Donc, je repose ma question, qui est en couple dans la salle? Donc on voit que les mots sont très importants et on ne peut pas les utiliser comme ça pour dire oui, le couple en Afrique ou le mariage. Donc chaque culture véhicule ses valeurs, ses bases, mais en fonction d'une réalité qu'elle vit effectivement. Et la langue, c'est pareil, la langue n'est que le reflet de cette culture-là. Donc, une fois qu'on voit ce qu'est le couple, donc c'est l'animal, alors je repose une autre question. Qui est le dieu de l'amour en Europe par exemple? L'un des dieux, il y en a plusieurs, mais le plus célèbre, véhiculé notamment par le cinéma. Oui. Non, Dieu. Les dieux. Ah, les dieux. Oui. Donc on a parlé de Eros, oui, il y a Eros chez les Grecs. Voilà, le plus célèbre actuellement c'est Cupidon. Mais c'est pas un dieu. Si? Le voici.
Notre dieu de l'amour. Alors, qui est Cupidon? Parce que Cupidon, c'est celui qui permet de mettre la laisse au cou de son compagnon. C'est lui qui forme les couples. Quand on ouvre, on peut ouvrir n'importe quel dictionnaire et vous cherchez Cupidon, vous allez avoir la description de ce personnage. Donc, Cupidon, c'est le dieu de l'amour. Chez les Romains, par exemple. C'est de Cupidon, je précise qu'il viendra le mot cupide, ce genre de choses. Ça, c'est des détails. Cupidon, c'est donc un bébé. Ce qui caractérise ce bébé, c'est qu'il est un enfant. Et c'est marqué dans le texte, jeune enfant. Ce jeune enfant possède une arc, et très souvent, quand on lit les textes, il est représenté les yeux bandés. C'est un aveugle. Donc, que fait Cupidon? Je vous ai demandé de retenir l'une des définitions que j'ai données de couple. Cupidon, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bébé. Que font les bébés? Ils s'amusent. Tiens, il voit un homme, une femme dans la rue, il décroche sa flèche et vous tombez amoureux. Il forme le couple. Mais qu'est-ce qu'un enfant? Dans l'étymologie du mot enfant, c'est quoi? C'est quoi un enfant? Quand on dit un enfant, c'est quoi? Le mot, il signifie quoi? Quand on ouvre des dictionnaires étymologiques, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, qui n'a pas droit à la parole. Comme la femme qui n'avait pas droit à la parole à l'époque. Donc l'enfant, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant immature, irresponsable. Donc c'est un bien meuble. Voilà pourquoi à l'époque, il appartenait au pater familias, comme la femme ou sa communauté d'esclaves. Donc on a donc quelqu'un qui est immature et qui décroche ses flèches au hasard comme ça, et puis vous vous mettez accidentellement en couple. Donc ça crée quoi? Ça crée des couples immatures. Des gens qui ne se connaissent pas, qui vont se mettre ensemble. Donc quand on te kidnappe, tu ne connais pas la personne, mais tu es obligé de vivre avec la personne. Mais est-ce que vous êtes fait pour vivre ensemble? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez les mêmes projets? Est-ce que Donc voilà le modèle de couple, justement, de Cupidon. Donc Cupidon crée des couples. Alors, une fois que vous vous mariez, vous donnez la dot, la femme rapporte la dot, vous formez des couples grâce à Cupidon. Arrive l'un des stades ultimes. La famille. Souvenez-vous, moi j'ai marqué communauté parentale pour éviter les polémiques. Qu'est-ce qu'il y a une famille ici? N'hésitez pas. Que signifie le mot famille, justement? Que signifie le mot famille? Vous voyez que depuis le départ, tous les mots ont un sens, placés dans leur contexte culturel. Est-ce qu'il existe des familles en Afrique, par exemple? Qu'est-ce que la famille? Donc, il vous suffit d'ouvrir ce que je dis, je ne l'invente pas, c'est pas Mona qui invente, c'est dans les dictionnaires, vous ouvrez des dictionnaires, vous trouverez ce que je dis plus approfondi même. Donc, d'après le Littré, la famille, le premier sens de famille, c'est chez les Romains toujours, vu qu'on va toujours dans l'étymologie latine. Le français a une étymologie latine. La famille, chez les Romains, c'est la réunion de serviteurs, d'esclaves appartenant à un seul individu ou attachés à un service public. C'est le sens primitif. Donc ce qu'on appelle famille, en fait, c'est l'ensemble des esclaves qui appartiennent à un maître. Donc qui vivent sous sa maison. À commencer par sa femme, ses enfants et le reste de ses esclaves. C'est ça la famille. Est-ce que nous on a des familles? Est-ce que ma femme ou mes enfants, ça fait partie de ma famille dans le sens originel du terme? Non. La deuxième définition, c'est toute personne, parent ou non, maître ou serviteur, qui vivent sous le même toit. Et c'est seulement après qu'ils vont fabriquer, pour masquer les choses, le troisième sens qui est personne partageant le même sang. Donc on voit que quand on parle de famille, ce sont des biens meubles qui appartiennent au pater familial, qui est le seul être humain dans l'histoire. Puisque les autres sont considérés comme des biens meubles, des choses. Donc la femme,
les enfants, les esclaves, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la famille. Donc on voit que quand on a le sens véritable des mots, on ne peut pas se permettre de dire est-ce que chez les Mayas il y a une famille ou pas. On ne peut pas parler les couples chez les Mayas ou chez les Aztèques ou en Afrique. Est-ce qu'on a questionné ces cultures ou ces communautés pour savoir s'ils avaient ces réalités culturelles-là dans leur... s'ils avaient ces réalités culturelles chez eux. Alors, donc, pour revenir donc à la thématique du flyer, pourquoi est-ce que nous avons dit qu'il fallait abolir le mariage chez nous pour pouvoir effectivement opérer cette histoire de reconstruction de notre communauté? C'est parce que le mariage, quand on vous kidnappe, qu'est-ce que ça crée dans le couple? Des frustrations. Vous avez une femme frustrée qui donnera naissance à des enfants frustrés, qui va donner naissance à une société frustrée. Rappelez-vous du schéma que j'ai projeté tout à l'heure. Donc, quand on s'inscrit dans le mariage, avec toutes ces réalités, la dot, le couple, etc., ça crée une société de frustrés, de dominés et de dominants. Et donc, au final, c'est ce qui conduit à quoi? Au divorce, à la lassitude. Ah, je vais faire un break. Ça donne naissance à quoi d'autre? À ce qu'on appelle le féminisme. C'est quoi le féminisme? C'est simplement la femme qui en a marre d'être kidnappée et qui veut dire, tiens, je suis un être humain, alors je milite pour ça. C'est ça le féminisme. Ça ne peut avoir lieu que dans une culture où le mariage a lieu. Pas dans d'autres cultures. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand on remet les choses dans leur contexte, on voit que ça devient clair et net. Donc, nous, quand nous demandons l'abolition du mariage chez nous, c'est pour dire que les réalités culturelles des autres, il faut les laisser chez les autres. Nous, on doit s'intéresser à nous. Parce que si on prend les réalités des autres, eh bien, on aura les conséquences qui vont avec. Donc, les violences de l'homme sur la femme, la mendicité. Donc maintenant, on se marie. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, en Afrique, depuis qu'il y a le mariage, qu'est-ce qu'on fait? Le mariage, ça devient business. Je vais marier ma fille ou mon fils parce que je sais qu'un tel, il a des milliards, donc il va m'acheter un costume, cravate ou une bière ou machin. Donc, voilà. Donc on reprend à partir des mots les réalités culturelles des autres. On forme des couples. C'est que le couple, ah tiens, tu pars où toi? Pourquoi tu sors à cette heure-ci? Alors que je t'ai mis ta laisse. Voilà. Donc c'est une union où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération de l'un par l'autre. Mon compagnon m'a attaché, voilà, je suis l'animal de compagnie de mon compagnon. Voilà. Donc quand on remet tout ça dans le contexte, on ne peut qu'aboutir à une affirmation simple et claire. Il faut abolir le mariage. Chez les autres, ils prendront la décision de le faire avec ceux qui ont créé. Mais chez nous, en tout cas, ces choses sont arrivées, notamment avec les périodes d'esclavage, enfin ce qu'on appelle l'esclavage et la colonisation. C'est arrivé pendant ce moment-là. Donc ça a été ramené par les prêtres, ça a été ramené avec l'état civil pendant l'occupation de nos pays, etc., etc. C'est là que c'est entré chez nous. Alors, une fois qu'on dit ça, il faut maintenant se demander qu'est-ce qui se passait chez nous. Est-ce qu'on avait le rapt? Vu que très souvent on dit mariage traditionnel. Je vais faire mon mariage traditionnel. Donc je vais faire mon kidnapping de la femme traditionnelle. Est-ce que ça a du sens? Chez nous, on parle... Alors, avant de parler de chez nous, il faut déjà parler du modèle d'union chez nous. Je ne vais même plus utiliser le mot couple, sinon on va me dire attends, non, c'est pas couple, c'est... Comment on appelle le fait d'être à deux chez nous? Si je m'en tiens aux travaux de Nsaku Kimebe Sembele, qui a étudié la culture Congo, qui est un Congo, qui a étudié sa culture, il nous dit que pour dire union de deux personnes, on emploie le mot ziku. Ziku. Mais en fait, ziku, ça va plus loin que ça, parce que ça ne désigne pas que l'homme et la femme unis. Ça comprend également leur enfant. Voilà pourquoi on a des représentations comme celle-ci. Alors, je sais pas si je pourrais retrouver ça. Voilà. Vous allez voir que chez nous, la plupart des représentations, il y a toujours papa, maman, et même quand je dis papa, maman, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces mots, pardonnez-moi. Donc, il y a toujours l'homme, la femme et l'enfant. C'est jamais, très rarement, on va voir que l'homme et la femme. Donc, chez nous, on considère ce qu'on pourrait appeler cette trinité-là. On retrouve la même chose ici, ça c'est dans l'Égypte antique. Toujours l'homme, la femme, l'homme, les enfants avec. Donc c'est ça le ziku. Alors qu'est-ce qui caractérise ce modèle d'union-là? Il y a trois principes
trois lois qui caractérisent ce modèle d'union. La première loi, c'est la loi de ce qu'on appelle l'affect. La seconde loi, c'est la loi